Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la démocratie actionnariale. On s'était vu avec les équipes de BNP Paribas Asset Management, Michael Herskovich, que je salue à mes côtés en plateau, le responsable monde des votes et de l'engagement chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Ouais, on s'était vu en amont de la saison des AG, et donc c'était important qu'on se voit alors qu'est en train de se terminer cette saison des assemblées générales d'actionnaires annuelles. On va parler effectivement, parce que le poids de BNP PAM, en rajoutant évidemment le poids d'AXA IM, fait que vous êtes un asset manager évidemment incontournable et que vous participez, vous votez à de très nombreuses assemblées générales. Je crois que c'est plus de 5300 votes à l'occasion de cette saison, Michael. On est déjà à 5300 alors que la saison n'est pas finie. Et donc on estime qu'on sera à peu près à 6000, Wow. 6000 en tout cas à la fin de l'année. Pour donner un peu la mesure quantitative du sujet pour vous et vos équipes. Avant de rentrer un peu dans le détail des sujets qui ont marqué ces AG, il y a un premier sujet, mais que vous m'avez fait remonter. C'est toujours la question du format de ces assemblées générales, notamment depuis le Covid, qui a permis un passage évidemment au distanciel, comme on dit. Mais le débat distanciel-présentiel reste un débat, j'allais dire, central aujourd'hui dans ces exercices d'assemblée générale. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des pratiques qui sont extrêmement différentes en fait des formats d'assemblée générale. Donc pendant le Covid, pendant 2 ans, quasiment partout dans le monde, logiquement, on a eu des formats virtuels. Si on regarde la France, à partir de fin 2021, donc les saisons 2022, on est revenu au présentiel avec une dose un petit peu quand même de ce qu'on appelle les assemblées générales hybrides, à savoir du distanciel possible, de pouvoir diffuser l'assemblée générale, de pouvoir éventuellement poser des questions à distance, donc une forme d'hybridation de l'assemblée générale. Mais ça n'a pas été le cas partout. On a beaucoup de pays, beaucoup de sociétés qui, en fait, ne sont jamais revenus au présentiel et qui ont maintenu le distanciel. Et qui ont maintenu les assemblées générales virtuelles. Ouais. Et comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça ? Est-ce que c'est un sujet pour vous, d'ailleurs, aussi, Michael ? C'est un sujet, et on l'a vu. Alors, pourquoi ? Parce c'est un sujet, pour nous, les assemblées générales physiques sont importantes. Même si, en tant que institutionnel, on discute avec les sociétés avant l'Assemblée générale. En général, on ne se déplace pas. Ça arrive de nous déplacer, mais très rarement. Sur 5300, on ne va pas pouvoir, sur 6000 assemblées générales, aller se déplacer sur 6000 assemblées générales. Mais c'est le moment qui est extrêmement important des investisseurs, plutôt retail, individuels. C'est le seul moment où ils peuvent être face à la société, face au management. Des plus petits institutionnels également n'ont pas l'opportunité d'engager durant l'année avec les sociétés. Il y a plein d'à côté qui se passent en assemblée générale. Il y a l'avant, il y a l'après, il y a le dialogue, il y a l'impossibilité de filtrer des questions en présentiel aussi. Donc la parole est beaucoup plus libre, qui font que pour nous, ça reste important. Il y a une meilleure efficacité de la démocratie actionnariale quand même en présentiel, si on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, et on le voit sur les durées des assemblées générales. Parce que il y a eu des études. En présentiel, on fait pas ça pour 10 minutes, quoi. Exactement. Donc les moyennes mondiales, si on prend un échantillon très large des études, c'est 18 minutes. L'assemblée générale virtuelle. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment expéditif. Alors, toutes ne sont pas à 18 minutes, c'est une moyenne. Il y a une dispersion importante. Mais il y a une vraie tendance que même sur les grandes sociétés, il y a des assemblées générales virtuelles qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup moins d'échanges et de questions. Donc on voit que ce n'est pas la même démocratie actionnariale quand on est uniquement virtuel. Non, mais je voulais qu'on en parle parce qu'effectivement, 6 ans après la période pandémique, ça reste un sujet, et c'est un sujet effectivement qui a un lien avec l'exercice de la démocratie actionnariale. Au-delà de ça, quels sont les sujets qui remontent de ces AG et qui restent des points de conversation, voire de conflit ou d'opposition, pour dire les choses plus pudiquement, Michael. Je crois que votre taux d'opposition sur les 5300 ou quelques 6000 votes auxquels vous aurez participé, c'est 30%, autour de 30% aujourd'hui. Quels sont les sujets qui génèrent 30% d'opposition chez vous aujourd'hui, Michael ? Oui, c'est ça. Sur les résolutions, on est à 30%. Donc, c'est souvent c'est pas des thématiques nouvelles. C'est assez classique. On va voir notamment les thématiques liées à la rémunération.
des dirigeants qui sont on est sur 45% d'opposition sur cette thématique. Ah oui. Donc ça a toujours été, depuis de nombreuses années, une thématique où il y a plus d'opposition sur cette thématique-là. Et la deuxième, c'est le conseil, où on est à 37%. La composition du conseil d'administration. Les élections d'administrateurs au conseil. Donc c'est les deux principaux sujets. On a beaucoup de résolutions de routine, entre guillemets, qui dans la majorité des cas sont de routine. Et on a certaines résolutions, comme ces deux catégories, où il y a plus de contestations. La majorité des résolutions sont approuvées. Bien sûr. On a des résolutions pour le sujet précédent sur les AG virtuels dans certains pays qui sont proposées, et certaines d'ailleurs ont été rejetées par l'Assemblée générale, mais en général c'est rare. Ouais. Les résolutions passent, ouais. Mais avec plus ou moins de la contestation. Et en fait, pour nous, le fait de voter contre, quand on décide de voter contre, c'est pas contre pour histoire de dire non, c'est plutôt aussi un message pour essayer de faire bouger les choses, ouais. Avancer. Ça marche pas toujours, mais on pense que c'est un levier intéressant en tant qu'investisseur. Qu'est-ce qui bouge pas sur la rémunération ? Qu'est-ce qui bouge pas assez encore aujourd'hui, Mickaël ? C'est très disparate. C'est dur de donner un chiffre parce que ça dépend des sociétés, mais dans les tendances, on a des problèmes d'alignement avec la performance. On peut avoir des problèmes de critères de performance qui nous semblent pas forcément pertinents par rapport à la stratégie de l'entreprise. On peut avoir des visions trop court-termistes de la rémunération, donc des fois des manques de transparence. On peut avoir beaucoup de choses. Il y a des pratiques qui s'améliorent quand même malgré ce taux, ce qui peut montrer que c'est important, mais après c'est du cas par cas. Ouais, j'entends. C'est un taux de 45% d'opposition sur les résolutions liées aux pratiques de rémunération. C'est un taux qui est stable chez vous ? C'est un taux qui s'accroît d'année en année ou... Alors la comparaison est difficile parce que le périmètre a énormément augmenté avec l'intégration d'AXA IM. Ça change de dimension. Et donc on est passé sur un périmètre de 2000 à 6000. Il est à peu près constant. Il y a des années d'évolution, mais il n'y a rien de notable. La politique a tendance à être stable. On n'a pas de grandes nouvelles exigences parce que c'est des sujets qui sont quand même assez matures sur ce qu'on attend. Et après, c'est plutôt les pratiques qui sont aussi très différentes selon les marchés et les entreprises. Les enjeux autour des conseils, de la composition et de l'élection des administrateurs, qu'est-ce qui retient votre attention ? Qu'est-ce qui peut justifier des oppositions ? Est-ce qu'on est sur des sujets de compétences, de diversité ? Qu'est-ce qui crée la conversation là avec les conseils ? Il y a beaucoup de choses là encore, comme les rémunérations. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener à nous opposer. Il peut y avoir un désaccord sur la stratégie de l'entreprise aussi, parce que c'est au conseil d'apporter la stratégie et en tout cas de contribuer à la définition de la stratégie de l'entreprise. On a des questions encore qui peuvent être liées à l'indépendance, qui peuvent arriver. Mais je dirais que les sujets qui sont nouveaux, à travers le vote du conseil d'administration, on s'attend à ce qu'on ait les bonnes personnes dans le conseil pour établir la stratégie, pour challenger le management et donc faire face aux enjeux du moment. Oui, bien sûr. Et donc, ce qui est assez intéressant, et ça ne sera pas une surprise, mais les enjeux liés à l'intelligence artificielle, les enjeux liés à la géopolitique, on voit que ce sont des compétences qui sont extrêmement recherchées, qui sont demandées aussi. On n'attend pas à avoir que des experts dans les conseils. Il faut que ce soit des personnes qui puissent, bien sûr, comprendre les enjeux de l'entreprise. Mais on voit que c'est ce type de compétences qui est recherché. Il y a 5 ans, on parlait beaucoup de cybersécurité, on parlait de climat. On en parle encore, mais on voit plutôt ce type de profil arriver dans les conseils. Et c'est quoi la bonne pratique ou les bonnes pratiques que vous recommandez, en tout cas auxquelles vous êtes favorable dans la composition d'un conseil ? Il faut des experts pour tout ? Où il faut se donner les moyens d'accéder à une expertise sans forcément avoir des experts pour tout autour de la table. Enfin, c'est une nuance, mais c'est... Il ne faut surtout pas, à mon avis, que des experts. Parce que, comme je disais, le but, c'est s'il y a besoin d'expertise, les conseils vont faire appel à un expert qui va pouvoir intervenir au conseil, et c'est très bien. Mais après, il faut une diversité de compétences. Il faut des profils différents. Il faut certainement, pour beaucoup d'entreprises, des profils qui connaissent les enjeux d'intelligence artificielle, de transformation, les enjeux géopolitiques selon les entreprises et selon la localisation des activités. Donc, c'est une diversité. Quand on est une entreprise internationale, avoir des diversités avec des personnes qui viennent aussi d'autres horizons, qui ont eu une expérience sur des marchés où l'entreprise est très présente. Donc, c'est vraiment
il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a pas une solution unique pour toutes les entreprises. Ce qui est certain, c'est qu'il faut des profils différents. Et il ne faut surtout pas un profil qui est uniquement expert et qui ne pourra pas comprendre les autres enjeux de l'entreprise ou comprendre l'enjeu de l'intelligence artificielle par rapport au business model de l'entreprise. Et vous dites, c'est intéressant, c'est une dimension de la diversité des conseils d'administration qui est importante et qu'il faut préserver ou enrichir. Ces conseils d'administration, ils ont les moyens de leurs ambitions aujourd'hui, Mickaël, pour affronter les défis, les changements, dans un monde où tout va beaucoup plus vite, où la disruption est quasiment permanente sous nos yeux. C'est difficile parce qu'en effet, c'est vrai qu'on a souvent des conseils qui sont assez stables. Alors, on a bien sûr des mutations naturelles, mais on va dire que les administrateurs vont rester en moyenne 7, 8, 9 ans. Donc souvent, les modifications, elles s'opèrent quand on a des administrateurs qui sont partis de leur gré ou ça fait un certain temps qu'ils sont là. Donc, c'est assez lent, c'est normal aussi, parce qu'il faut une forme de stabilité. Mais on voit bien que d'où l'importance de choisir les bons profils quand on a des nouveaux administrateurs et dans une logique vraiment de se projeter à 5-10 ans et quel type de profil on a besoin, pas nécessairement que maintenant, mais aussi sur le moyen long terme. Oui, pour la vision, l'horizon de vision stratégique de l'entreprise. Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être venu nous voir à l'issue de cette saison des AG. Il y en a encore quelques-unes, donc j'ai compris. Merci beaucoup pour votre analyse, effectivement, de cette saison. Mickaël Herskovich, le responsable vote et engagement de BNP Paribas Asset Management, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.